Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un briefing crucial de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui s'est tenu à Moscou le 23 janvier 2025. Lors de cet échange avec les médias, elle a abordé 12 sujets brûlants et répondu à 25 questions de journalistes. Parmi ces interventions, certaines déclarations méritent une attention particulière, notamment la crise ukrainienne, où la position russe se précise face aux événements récents. La réunion du comité militaire de l'OTAN, qui a une fois de plus placé la Russie au centre des préoccupations de l'Alliance. Les déclarations de Donald Trump sur l'Ukraine, où l'actuel président américain a averti que Moscou ferait face à de graves problèmes si elle ne concluait pas d'accord. Quelle a été la réponse de la Russie à ces propos? Le projet d'Emmanuel Macron de mobiliser de jeunes volontaires pour renforcer l'armée française, une initiative qui s'inscrit dans une dynamique plus large de militarisation en Europe. Que cherche réellement le président français? Ces points stratégiques nous permettront de mieux comprendre la dynamique actuelle des relations internationales et les intentions des grandes puissances. Avant de poursuivre, pensez à aimer cette vidéo pour améliorer sa visibilité. Partagez-la autour de vous, surtout, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les membres de notre chaîne. Si vous souhaitez, vous aussi, nous soutenir tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, cliquez sur le bouton « Rejoindre » sous cette vidéo. Merci infiniment à vous tous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la conférence de presse de Maria Zakharova. Comment la Russie évalue-t-elle les déclarations de Donald Trump sur l'Ukraine? Lors d'un échange avec des journalistes, il a souligné que la Russie ferait face à de graves problèmes si elle ne concluait pas d'accord. Faut-il rappeler au leader américain que Moscou a constamment réaffirmé son ouverture aux négociations? Maintenant, chaque jour et chaque heure, nous entendons des déclarations fracassantes. Auparavant, elles étaient faites par le président élu Donald Trump et ses conseillers. Aujourd'hui, elles sont faites par le président en exercice Donald Trump et ses conseillers. C'est une tactique bien connue. Tous ont à plusieurs reprises publiquement déclaré que l'administration précédente, le département d'État et Joe Biden en personne avaient commis des erreurs catastrophiques en Ukraine. À cela, nous devons ajouter une précision importante. Bien que nous qualifions de crimes de nombreux actes commis par l'administration Biden pour soutenir le régime terroriste de Kiev, si l'on parle d'erreurs, elles n'ont pas été commises à titre personnel, mais au nom de l'État américain. Joe Biden a agi en tant que chef d'État. Son administration a pris des décisions en tant qu'autorité en exercice. Les responsables américains ont agi en tant que représentants officiels des États-Unis. Que fait-on des erreurs commises au nom d'un pays ou dans le cadre de sa gouvernance? On les corrige. Or, l'administration actuelle de Donald Trump a reconnu à plusieurs reprises que la situation en Ukraine était le résultat des erreurs de l'administration précédente. Ces erreurs doivent donc être corrigées. C'est la logique même des déclarations faites par les États-Unis. Il est peu probable que répéter ce qu'ont fait Joe Biden et son administration puisse être considéré comme une correction de ces erreurs. Merci. Le président français Emmanuel Macron envisage de mobiliser de jeunes volontaires pour renforcer l'armée nationale en cas de danger. Comment évaluez-vous ces intentions? Quels sont les véritables objectifs du dirigeant français? Depuis plusieurs années, nous observons comment Paris prend des mesures pour renforcer l'armée française et son potentiel militaro-technique. Dès 2022, Emmanuel Macron a déclaré son intention de préparer les forces armées à une « guerre de haute intensité » et de mettre l'économie sur des rails militaires. Peu après, une nouvelle loi de programmation militaire a été adoptée, prévoyant un doublement du budget militaire français sur une période de 10 ans. Par ailleurs, la France poursuit le développement de nouveaux types d'armements, dont bon nombre sont testés en Ukraine et sur les Ukrainiens. Ces derniers ont été transformés par l'Occident collectif, non seulement en un instrument de guerre hybride contre la Russie, mais aussi en un véritable terrain d'expérimentation militaire. Rappelons les déclarations de Volodymyr Zelensky et des représentants de son régime, ainsi que celles de hauts responsables militaires ukrainiens, qui ont explicitement appelé l'Occident à tester de nouvelles armes en Ukraine. C'est précisément ce qui se passe.
Et la France ne fait pas exception. Elle prévoit d'augmenter les effectifs de ses forces armées, tant en personnel actif qu'en réservistes. Ainsi, les projets annoncés par Emmanuel Macron visant à attirer la jeunesse vers le service militaire s'inscrivent pleinement dans cette logique militariste. Vous demandez quels objectifs poursuit Emmanuel Macron? La réponse est évidente, et il l'a lui-même fournie dans son récent discours aux forces armées françaises. Je cite, « La ligne de notre sécurité passe par nos frontières en Europe et par l'Ukraine. Ne nous faisons pas d'illusions, ce conflit ne se terminera ni demain ni après-demain. Il est clair que Paris se prépare à une confrontation prolongée avec notre pays. Une preuve supplémentaire en est l'absence totale de déclarations émanant de l'Élysée sur des négociations de paix, des initiatives diplomatiques ou un quelconque plan de règlement pacifique. Ce conflit est présenté comme inévitable et la jeunesse française y est déjà préparée. Pour l'instant, en France, cette mobilisation est discutée comme une mesure volontaire. Mais rappelons qu'en Ukraine aussi, tout avait commencé sur une base volontaire, avant que ne surgissent des chasseurs d'hommes, réquisitionnant de force de nouveaux soldats. En plus d'exprimer ses intentions au nom de la France, Emmanuel Macron relaie les discours bellicistes du « Parti de la guerre », composé de représentants de divers pays de l'OTAN. Ce courant est marqué par une absence totale de volonté et de compréhension de la nécessité de respecter les intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité. Son objectif est de prolonger la crise ukrainienne et d'utiliser l'Ukraine et son peuple comme un instrument de lutte, de compte un moment et d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ceci est une preuve supplémentaire que la France et Emmanuel Macron, en particulier, ont été parmi les principaux parrains et instigateurs du régime de Kiev, en intensifiant progressivement leur rhétorique et leur politique d'escalade. Régulièrement, nous entendons de la part des responsables français des déclarations irresponsables sur l'envoi éventuel de contingents de l'OTAN en Ukraine, que ce soit sous prétexte de formateurs, d'assistance militaire aux forces armées ukrainiennes, ou encore sous couvert de forces européennes de maintien de la paix. Par ces nouvelles déclarations belliqueuses, le président français tente visiblement d'envoyer un signal à Volodymyr Zelensky, à qui il est demandé de baisser l'âge de mobilisation à 18 ans, ce dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Il cherche également à faire taire les déclarations plus conciliantes de certains hommes politiques européens et américains. Récemment, les médias ont rapporté que des exercices des forces spéciales françaises avaient eu lieu dans un environnement dont la topographie ressemblait à celle des méandres du Dniepr, au nord de Kiev. Nous leur suggérons d'ajuster leur localisation pour de futurs exercices et de choisir un obstacle aquatique plus similaire à la rivière Bérésina, afin de mieux s'entraîner à la retraite. Ce fleuve et son paysage, qui peuvent être recréés, conviendraient parfaitement à cet exercice. Sur la crise ukrainienne. Avant tout, il est essentiel de présenter les faits qui confirment une nouvelle fois la nature terroriste du régime de Kiev. La population civile russe continue d'être victime de la terreur perpétrée par les néo-nazis ukrainiens. Qualifier leurs actes de crime est insuffisant. Il s'agit en réalité d'expressions inhumaines des vices les plus ignobles. Le 17 janvier de cette année, dans les sous-sols d'immeubles résidentiels du village de Rousskoï-Porechnoye, dans la région de Koursk, récemment libérés par les forces armées russes, des chambres de torture utilisées par les forces armées ukrainiennes, faux, ont été découvertes. On y a trouvé les corps mutilés d'au moins 7 habitants de tous âges, portant des marques de sévices. Lors de leur retraite, les combattants bandéristes ont jeté des grenades sur ces malheureux. Un commentaire détaillé a été publié sur le site du ministère russe des Affaires étrangères le 19 janvier. Nos spécialistes, notamment l'ambassadeur chargé de missions spéciales concernant les crimes du régime de Kiev, Hervé Mirochnik, ont également réagi à cet événement. Des vidéos de l'interrogatoire de 2 combattants ukrainiens capturés, qui avaient tué une femme civile dans la région frontalière de Koursk, ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Ils ont justifié leur crime en affirmant avoir reçu l'ordre de leur commandant d'exécuter tous les habitants russophones. Rappelons que le droit international humanitaire interdit aussi bien de donner de tels ordres que de les exécuter. Ce que ces individus commettent dépasse tout entendement. Nous avons maintes fois attiré l'attention des organisations internationales de défense des droits de l'homme sur de telles atrocités. C'est pire qu'un attentat, pire qu'un crime. C'est une combinaison des pires ignominies.
Nous continuerons d'exiger que des mesures appropriées soient prises. Le 17 janvier, sur la route Vassilievka-Chirokoye, dans la région de Zaporojié, une attaque ciblée menée par un drone ukrainien contre un bus civil a blessé des volontaires transportant de l'aide humanitaire vers les zones de première ligne. Ces volontaires méritent le plus grand respect, car ils interviennent dans des zones extrêmement dangereuses. Bien qu'ils puissent éviter ces risques, ils continuent d'agir par sens du devoir. Entre le 17 et le 20 janvier, les bombardements des faux contre les infrastructures civiles et les zones résidentielles de Gorlovka, République populaire de Donetsk, y compris avec des munitions à fragmentation, ont blessé 11 civils. Le matin du 20 janvier, les combattants des faux ont délibérément bombardé une école publique dans le village de Bekhteri, dans la région de Kherson, avec des lance-roquettes multiplimars, quelques minutes avant le début des cours. Ce crime terroriste a coûté la vie à 2 personnes et blessé au moins 25 autres, dont 4 enfants. Parmi eux, 3, dont une fillette née en 2008, sont dans un état grave. Je tiens à rendre hommage au travail de nos forces de l'ordre. Parlons désormais des sanctions judiciaires contre les criminels du régime de Kiev. Les tribunaux russes continuent de rendre des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. L'Américain Pete Creed a été condamné par contumace à 13 ans de prison pour avoir participé au combat aux côtés de l'Ukraine. Cet aventurier a servi dans des unités de reconnaissance tactique, la garde nationale, l'infanterie et les troupes aéroportées américaines, avec des missions en Amérique centrale et au Moyen-Orient. Les mercenaires lettons Volmar et à Ulmani ont été condamnés par contumace à 14 ans de prison. Tous ces étrangers ont été placés sous mandat d'arrêt international. Les combattants ukrainiens à Volochin, Verchulik, Eskaraev, à Doïtchouk, Z. Sigerich, à Kulbaba et au Vov ont été condamnés à des peines de 15 à 16 ans d'emprisonnement pour des attentats terroristes dans la région de Koursk contre des soldats russes et des civils. 3 combattants du groupement nationaliste ukrainien Azov, reconnus comme organisation terroriste en Russie, ont été condamnés à 24,5 ans de prison pour avoir systématiquement bombardé des infrastructures civiles en Russie. El Azovien R. Minagulov a été condamné à 24 ans de prison. L'enquête a établi que le 4 mars 2022, sous les ordres de son commandant, Dmitrik, il avait ouvert le feu au mortier sur des immeubles résidentiels et des infrastructures sociales à Mariupol, tuant 2 civils. Il a reconnu sa culpabilité. Rappelons qu'à Dmitrik avait été précédemment condamné par contumace à la réclusion à perpétuité. Les autorités judiciaires russes poursuivront leur travail pour traduire en justice les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires étrangers pour crimes de guerre et autres délits. Nous continuerons à vous informer de l'évolution de ces affaires. Concernant ceux qui dirigent et incitent le régime de Kiev à poursuivre ces crimes, notons la visite du Premier ministre britannique Keir Starmer à Kiev le 16 janvier. Contrairement à ses prédécesseurs, il a tardé à se rendre en Ukraine après sa prise de fonction. Son déplacement non programmé a soulevé de nombreuses spéculations sur les véritables intentions de Londres. De nombreux experts estiment qu'il s'agissait d'une tentative des globalistes pour maintenir la situation sous leur contrôle et empêcher un scénario de paix, dont le président américain Donald Trump, désormais en fonction, avait maintes fois fait part. Les partisans du parti de la guerre des 2 côtés de l'Atlantique sont visiblement préoccupés par la volonté actuelle des États-Unis d'obtenir un règlement rapide du conflit. Pourquoi ? Parce que la paix ne fait pas partie de leur plan. Un autre marché a été conclu, d'autres intérêts sont en jeu. Cela rappelle inévitablement le printemps 2022, lorsque la Russie et l'Ukraine étaient proches d'un accord mutuellement acceptable à l'issue des négociations du 29 mars à Istanbul, ouvrant la voie à un traité de paix. À cette époque, sous la pression des faucons américains, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'était précipité à Kiev pour interdire à Volodymyr Zelensky de poursuivre les négociations et lui ordonner de continuer la guerre pour obtenir une victoire sur la Russie. Comme il a été dit, tout devait être décidé sur le champ de bataille. Nous savons tout ce que cela a coûté à l'Ukraine. J'ai remarqué l'atmosphère de folie quasi-narcotique qui régnait à Davos. Je fais référence à toutes les interventions de Volodymyr Zelensky, ses échanges avec les médias, avec les délégués, et ainsi de suite. Notamment à ses déclarations selon lesquelles ce qui s'est passé au printemps 2022 ne peut être qualifié de processus de négociation ni même de véritable négociation.
sous prétexte que l'on y aurait discuté de la mauvaise manière et des mauvaises choses. Pourquoi est-il resté silencieux tout ce temps? Pourquoi n'en a-t-il pas parlé plus tôt? Qu'est-ce qui l'a empêché, pendant 3 ans, de dire que ces discussions n'étaient pas des négociations? Pourquoi ne l'a-t-il pas déclaré à l'époque? Et pourquoi alors en avait-il fait la demande? Après tout, c'est lui qui avait sollicité ces discussions. C'est lui qui avait envoyé des délégués, lesquels, en rentrant en Ukraine, recevaient une balle. Vous vous souvenez? Ceux qui avaient participé à ces soi-disant non-négociations, selon Zelensky. Cela signifie donc que ces récentes déclarations à Davos ont été rédigées sous la dictée des faiseurs de fables britanniques, afin de diffuser une nouvelle désinformation dans l'espace médiatique international et d'induire la communauté mondiale en erreur. Ainsi, les négociations auraient été non-négociations. Et, comme vous vous en souvenez, récemment certains ont affirmé qu'on ne l'avait pas dissuadé, alors qu'auparavant, on disait le contraire. Bref, tout est clair. L'essentiel, pour ces partisans de la guerre à tout prix, notamment les anglo-saxons, c'est qu'il n'y ait pas de paix. L'un des principaux événements du voyage de Keir Starmer a été la signature d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Ukraine établissant un partenariat sur 100 ans. Nous avons déjà commenté cela dans notre communiqué du 18 janvier, publié sur le site du ministère russe des Affaires étrangères. Aujourd'hui, je voudrais brièvement évoquer la manière dont ce document est perçu au Royaume-Uni même. Les médias britanniques, c'est une évaluation interne au sein du Royaume-Uni, faite par des experts locaux, ainsi que les journalistes, analystes et politologues britanniques estiment que cet accord n'est rien de plus qu'un beau geste symbolique. Le journal Le Télégraphe note que les embrassades publiques entre Sir Keir Starmer et Volodymyr Zelensky ont avant tout une portée symbolique, et rassure en précisant que cela ne coûtera rien aux contribuables britanniques. Le nouveau partenariat entre l'Ukraine et le Royaume-Uni ne prévoit aucun nouvel engagement financier de la part de Londres. Et encore une chose. Lors de son discours à Kiev, le Premier ministre britannique a déclaré « Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui et maintenant, c'est un investissement dans nos 2 pays pour le siècle à venir. » Un discours pompeux, mais creux. Et cela rappelle fortement la rhétorique de Neville Chamberlain, qui, en septembre 1938, après les accords de Munich avec Adolf Hitler, avait annoncé à ses concitoyens qu'il avait apporté la paix pour toute une génération. Cela y ressemble, n'est-ce pas? Pour quelle génération? Quelle paix? Déjà à l'époque, on savait comment cela évoluerait. On ne pouvait pas encore prévoir exactement comment cela finirait, mais on savait où cela allait mener. Le Royaume-Uni n'avait pas misé sur l'Union soviétique. Tout était orienté vers la direction que prendrait l'offensive d'Hitler et vers le fait qu'elle devait se diriger vers l'Est. Je rappelle qu'en moins d'1 an après la déclaration de Chamberlain sur la paix pour toute une génération, le Royaume-Uni entrait dans la Seconde Guerre mondiale. Il serait temps que Londres comprenne enfin qu'encourager les nazis est un crime qui ne mène à rien de bon. Cela produit exactement l'effet inverse de celui annoncé. Одним из основных событий в ходе визита Кира Стармера стало подписание соглашения между Британией и Украиной о столетнем партнерстве. Мы уже это комментировали, это было сообщение от 18 января, оно размещено на сайте Министерства иностранных дел. Concernant les plans de l'Occident collectif, l'intention de la nouvelle administration américaine de faire supporter à ses satellites européens les coûts d'entretien du régime néo-nazi de Kiev les contraint à rechercher en urgence une issue à la situation en cours. C'est à cette problématique qu'a été consacrée la réunion des ministres de la Défense du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de la France, qui s'est tenue le 13 janvier de cette année à Elnau, en Pologne. Les participants ont souligné avec insistance leur détermination à surmonter les difficultés du moment et à poursuivre leur aide à l'Ukraine. Cependant, les précisions concrètes ont été rares. L'essentiel du discours reposait sur des déclarations d'intention. Dans le même temps, les ministres ont conclu à une sous-utilisation du complexe militaro-industriel ukrainien et à la nécessité de développer des productions conjointes sur le territoire même de l'Ukraine. Développant cette idée, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui s'est rendu à Kiev le 14 janvier de cette année, a souligné que, tout en fournissant leur technologie aux Ukrainiens, les partenaires allemands pourraient tirer profit de l'expérience militaire du camp ukrainien. D'ailleurs, selon les chiffres avancés par Volodymyr Zelensky lui-même, les forces armées ukrainiennes utilisent 40% d'armements de fabrication américaine, tandis que les 60% restants se répartissent à parts égales entre la production nationale et les équipements militaires européens.
Dans ce contexte, nous avons pris note des informations circulant sur les projets occidentaux visant à déployer leurs troupes afin d'assurer la mise en œuvre de tout accord de paix. Le 16 janvier de cette année, des médias britanniques ont rapporté que le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, et le président français, Emmanuel Macron, avaient mené des négociations à huis clos début janvier sur l'envoi d'unités militaires de leur pays en Ukraine, dans le cadre d'une éventuelle mission de maintien de la paix. Le 18 janvier de cette année, dans une interview accordée au journal Süddeutsche Zeitung, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, n'a pas non plus exclu l'éventualité d'un envoi de soldats allemands en Ukraine pour garantir la sécurité d'une éventuelle zone démilitarisée sous condition de cessez-le-feu. Nous rappelons une fois de plus que toute intervention des forces de l'OTAN en Ukraine menacerait de provoquer une escalade incontrôlable du conflit et est catégoriquement inacceptable pour la Russie. Sur l'aggravation du problème des désertions au sein de l'armée ukrainienne. D'après les médias ukrainiens, le problème de la désertion s'est considérablement aggravé au sein des forces armées ukrainiennes ces derniers temps. En 2024, près de 89 500 affaires pénales ont été ouvertes pour abandon illégal de poste. Autrement dit, près de 100 000 soldats ont déserté des champs de bataille ukrainiens, uniquement en tenant compte des cas enregistrés officiellement. Depuis 2022, les bureaux de recrutement militaires ukrainiens ont émis des avis de recherche pour plus d'un demi-million d'insoumis. Le scandale autour de la 155 brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes, Anna de Kiev, qui compte environ 5000 soldats, ne faiblit pas. Près de la moitié de ces effectifs ont suivi une formation spéciale en France à l'automne 2024. À l'issue de cette formation, plusieurs dizaines de combattants ont quitté illégalement leur centre d'entraînement et se sont dispersés à travers l'Europe. Le reste, selon différentes sources, entre 900 et 1700 soldats, n'a jamais atteint le front et a préféré déserter. Et cela alors que la formation de cette brigade a coûté environ 930 millions d'euros. Les Européens, qui financent tout cela, en sont-ils informés? On ne leur en parle jamais depuis les hautes tribunes de leur pays. C'est pourquoi nous comblons cette lacune. Un phénomène similaire a été observé à Poznan, en Pologne, où 1300 soldats ukrainiens sur les 13 000 ayant suivi un entraînement ont déserté avant même d'atteindre le front. Je le souligne à nouveau, il s'agit de ceux qui ne sont pas arrivés au front, de ceux qui étaient seulement en formation. La question de la mobilisation en Ukraine. Pendant ce temps, le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, M. Waltz, a déclaré dans une interview à ABC News le 12 janvier de cette année que les Ukrainiens pouvaient tout à fait résoudre même le problème du manque d'effectifs au sein des forces armées en abaissant l'âge de mobilisation à 18 ans. À Kiev, cette déclaration a été immédiatement prise en compte et appliquée avec empressement. Sur les réseaux sociaux, des informations circulent selon lesquelles des jeunes Ukrainiens de 16 ans qui viennent s'enregistrer auprès des bureaux de recrutement militaire sont contraints de signer un document intitulé « Consentement du citoyen à effectuer son service militaire ». Le 9 janvier de cette année, la Verkhovna Rada, Parlement ukrainien, a adopté en dernière lecture des amendements à la loi sur le service militaire, prévoyant notamment que les Ukrainiens résidant à l'étranger pourront désormais s'inscrire à distance non plus à partir de 18 ans, mais dès 17 ans. Le texte introduit également, à partir de 2025, une formation militaire de base obligatoire pour les étudiants de 18 ans et pour ceux du même âge qui ne sont pas entrés à l'université, ces derniers étant soumis à un service militaire de base. La formation militaire et le service seront considérés comme équivalents. Toutefois, il est affirmé que, pour l'instant, les Ukrainiens de moins de 25 ans ne seront pas soumis à la mobilisation. Mais nous voyons bien où tout cela mène. Il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit que d'une question de temps. Le régime de Zelensky n'hésitera pas un instant à sacrifier des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens pour se maintenir au pouvoir. Les préoccupations personnelles de Zelensky. Lors de son récent passage à Davos, Zelensky, s'exprimant de manière pathétique et désespérée, a insisté sur le fait qu'en 2022, il ne s'agissait prétendument pas de négociations. Mais qu'est-ce qui l'a réellement préoccupé plus que tout au cours de ses interventions? Sa propre personne, son propre sort. Il était préoccupé par lui-même et ne s'en cachait même pas. Tout cela se fera, l'âge de mobilisation sera abaissé, et de nouvelles centaines de milliers d'Ukrainiens tomberont sous la coupe des « chasseurs de chair humaine » pour satisfaire les intérêts des tuteurs occidentaux du régime de Kiev. Une guerre contre la mémoire et la culture. Mais en Ukraine, comme nous l'avons maintes fois souligné, la guerre ne se mène pas seulement contre les citoyens ukrainiens.
mais aussi contre les monuments, la religion, et l'héritage historique et moral du peuple ukrainien et des peuples frères. Le 15 janvier de cette année, le conseil municipal d'Odessa a exigé la destruction d'une plaque commémorative installée dans l'enceinte du monastère féminin Saint-Archange Michel. À la mémoire de qui? Qui dérange-t-elle cette fois-ci? Elle a été érigée en l'honneur des marins du sous-marin russe, Kursk, mort en 2000. Pourquoi cette plaque se trouve-t-elle à Odessa? Parce que certains de ces marins étaient originaires de cette ville. Pourtant, cela n'a pas empêché les autorités locales de la faire disparaître, effaçant ainsi la mémoire de leurs propres compatriotes. Dans la nuit du 31 décembre 2024, les ukronazis ont démantelé le monument dédié à Vladimir Vysotsky, qui avait été installé en 2012 devant le bâtiment du studio de cinéma d'Odessa. Ils l'ont fait sans se soucier de l'avis des habitants et en intimidant ceux qui protestaient en les menaçant d'interrogatoire par le SBU, service de sécurité ukrainien. Les autorités d'Odessa n'ont pas jugé suffisant d'avoir pris la décision scandaleuse de démolir le monument historique d'Alexandre Pouchkine sur le boulevard Primorsky. Le 17 janvier de cette année, elles se sont attaquées au platane de Pouchkine, un arbre emblématique situé non loin de là. Pourquoi cet arbre est-il devenu une cible? Parce qu'il figurait dans la liste des objets géographiques dont les noms contiennent des symboles de la politique impériale russe. Cet arbre centenaire, qui a survécu à tant d'événements historiques, ne savait pas, jusqu'en 2025, qu'il était considéré comme un objet géographique et non botanique. Pour l'instant, ils n'ont pas encore osé l'abattre, mais ils l'ont rebaptisé en platane occidental. On aimerait poser une question. Ce platane est-il occidental, sous tous les angles? Peut-être que, vu de l'Est, il est oriental? La lutte contre l'Église orthodoxe ukrainienne prend des formes de plus en plus absurdes. La croisade des nationalistes ukrainiens contre l'Église orthodoxe ukrainienne, EOU, atteint désormais des sommets d'absurdité. Le gouvernement examine actuellement un projet de décret visant à fermer les organisations religieuses qui, selon lui, diffuseraient l'idéologie du monde russe. Les paroisses concernées seraient celles dont le nom contient celui d'un scindé, origine russe. Cela dépasse les limites de la logique et du bon sens. On frôle ici la psychiatrie. Prenons un exemple, le prince Alexandre Nevsky. À la présidence ukrainienne, rue Bankova, on le considère comme une menace pour la sécurité nationale de l'Ukraine. Eh bien, j'y crois. Parce qu'Alexandre Nevsky a été canonisé, il est un saint vénéré, et je pense qu'il ne pourrait pas rester indifférent face à ce qui se passe. Mais de là à combattre sa mémoire en détruisant des monuments à son effigie, il faut être véritablement dérangé pour en arriver là. Le chef du service d'État pour la politique ethnique et la liberté de conscience, V.E. Yelensky, a annoncé que les autorités allaient exiger des paroisses de l'EOU portant le nom de saint d'origine russe qu'elles changent de nom. Pourquoi ne pas exiger aussi un changement de sexe, tant qu'on y est? À ce stade, toutes les demandes sont envisageables. Concrètement, les autorités forceront ces paroisses à renoncer à leur saint patron céleste. Sur quelle base? Que vont-elles demander aux saints? De présenter leur passeport et de vérifier le lieu et la date de naissance, sous quel tsar ou sous quel souverain, et dans quelle langue ils parlaient? Sinon, l'État menace de leur retirer leur enregistrement par voie judiciaire. Franchement, Saltykov-Tcheudrine, Gogol, Bulgakov, Zochtchenko, ILF et Petrov en seraient jaloux. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer un tel niveau d'absurdité, pourtant décrit avec génie dans leurs œuvres. Ce qui se passe actuellement en Ukraine dépasse tout ce qu'ils ont pu inventer. Tous ces faits confirment une nouvelle fois la nécessité de la spéciale opération militaire visant à la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, ainsi qu'à l'élimination des menaces émanant de son territoire. Tous ces objectifs seront nécessairement atteints. À propos de la réunion du comité militaire de l'OTAN, les 15 et 16 janvier de cette année, une réunion du comité militaire du bloc nord-atlantique s'est tenue à Bruxelles au niveau des chefs d'état-major des armées. Des journalistes ont posé des questions et demandé des commentaires à ce sujet. Comme à l'accoutumée, le débat a principalement porté sur la Russie. Le secrétaire général M. Rutte et le président du comité militaire, l'amiral Erbauer, ont une fois de plus effrayé leurs collègues de l'Alliance avec la soi-disant menace russe. Ils ont affirmé qu'il était nécessaire de se préparer à un conflit,
d'adopter une mentalité militaire. On se demande quelle était leur mentalité avant cela, étant donné qu'ils répétaient tous comme un mantra que tout devait être décidé uniquement sur le champ de bataille, et non à la table des négociations, d'augmenter les dépenses militaires et de mettre en œuvre les plans de défense régionaux, tout en poursuivant l'aide à l'Ukraine, que l'Occident utilise en réalité comme un bélier. Contre la Russie, on a également entendu des déclarations au ton paranoïaque sur la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Rien de tout cela ne nous surprend. Je rappelle que l'OTAN, en tant qu'instrument de force du collectif occidental, n'a jamais cessé non seulement de se préparer à des guerres, mais surtout de fomenter des conflits à travers le monde. R. Bauer a fièrement souligné que 1000 ans d'expérience militaire étaient réunis autour de la table de réunion. Il voulait probablement dire sous la direction des États-Unis, mais il s'est retenu, et que cela constituait quelque chose d'absolument unique dans le monde. Il est difficile de contredire cette affirmation. Personne ne possède une telle expérience en matière de guerre, de colonisation brutale et de pillage des pays étrangers comme le collectif occidental. Aujourd'hui encore, les alliés de l'OTAN font tout leur possible pour préserver leur hégémonie mondiale et empêcher l'émergence de centres de puissance et de développement alternatifs à l'Occident. Dans cette optique, ils attirent dans leur orbite des pays d'autres régions en leur promettant une aide financière et un soutien, avant de les transformer en satellites. Il n'est donc pas surprenant que le nombre de pays partenaires invités à la réunion des chefs d'état-major à Bruxelles ait atteint un niveau record. Selon les organisateurs, 26 au total. Le schéma de coopération proposé par l'OTAN reste inchangé. Dans un premier temps, ils persuadent leurs partenaires de la nécessité de réformer leur secteur de la défense et de la sécurité et leur apportent une assistance dans ce processus. Ensuite, ils imposent les normes de l'OTAN, s'infiltrant ainsi de l'intérieur, dans les forces armées et les services de sécurité. Enfin, par l'éducation, ils forment une élite pro-occidentale. Nous savons tous très bien comment se termine ce type d'aide partenariale. Par une ingérence dans les affaires intérieures, un changement de cap en politique étrangère, l'imposition de pseudo-valeurs et la dictature des orientations imposées par la coalition. Ensuite, tout suit un schéma bien rodé. Pillage, destruction du code national et de l'identité, asservissement, exploitation. Nous appelons les pays ayant participé à cet événement, mais qui ne sont pas encore totalement piégés dans la toile de l'OTAN et n'ont pas encore juré allégeance aux intérêts du milliard doré, à se rappeler de leurs propres intérêts nationaux. Qu'ils réfléchissent bien à la question suivante. Est-il judicieux d'associer leur destin à une alliance militaire qui, depuis des décennies, sème l'agression, les guerres et les conflits, laissant derrière elle des États détruits et des millions de victimes civiles?